Une manière encore plus efficace pour changer les propriétés de certains panneaux ou bien des éléments que j'ai dans mon modèle, au lieu de venir faire un clic direct ou bien de mettre ici le curseur et de sélectionner les éléments pour qu'on ait les numéros, au lieu de faire tout ça, ce qu'on peut faire, donc je vais tourner comme ça, je veux mettre en mode perspective, voilà, comme ça. Ce qu'on peut faire, donc vous avez ici deux boutons. Un bouton ici qui vous donne en fait l'option de sélectionner des barres, et puis là un bouton qui vous donne l'option de sélectionner des nœuds. En fait, les deux sont la même chose, sauf que là, vous passez directement avec la sélection d'un nœud, mais on peut changer évidemment, on peut passer aux sélections des barres, et puis automatiquement avec l'autre bouton, vous passez à la sélection des barres directes, d'accord? Donc, c'est juste ça la différence, mais d'après les deux menus, on peut avoir accès à plusieurs types d'éléments qu'on a envie de sélectionner. Donc, imaginons que là, j'ai besoin de sélectionner uniquement, pour le moment, des barres. Je vais cliquer sur barres seulement. Et puis après, vous avez ici donc le type. Je peux venir faire une sélection selon la section. Je peux faire une sélection selon le matériau, je peux faire une sélection selon le type. Et si je reste sur l'option section pour le moment, vous avez ici la série donc de sections qu'on avait introduites. Si par exemple je sélectionne le BR, c'était en fait les poutres 25 par 110, et que je viens cliquer sur les doubles flèches qui sont là, toutes les poutres qui en fait appartiennent à cette section-là, qui ont cette section-là, vont être sélectionnées. Donc là, il y avait le panneau qui était déjà sélectionné avec, c'est pas grave, on pourra faire une sélection avant de venir cliquer sur ça. Donc je clique sur ça et je clique sur les deux doubles flèches. Je vais avoir tous les numéros de toutes les poutres qui sont affectées par ce BR 25 par 110. Si je viens cliquer sur le BR 30 par 80 et je reclique sur les doubles flèches, les autres vont disparaître et je vais avoir maintenant uniquement les poutres qui sont affectées par la section BR 30 par 80. Si je veux avoir les deux en même temps, ce que je dois faire, je reclique sur le BR 25 par 70 parce que j'ai déjà en fait le numéro du BR 30 par 80 qui sont là. Je reclique sur le BR 25 par 70 et je viens cliquer sur la flèche avec le petit plus qui est là. À ce moment-là, je vais avoir une addition des barres qui sont ici avec les numéros des barres qui sont affectés par la section BR 25 par 70. Je clique sur la flèche et voilà comment vous allez avoir le tout qui va être sélectionné. Et puis à cet instant-là, je peux venir cliquer sur la fameuse fenêtre qui est là et je vais avoir le tout qui va être isolé. C'est hyper pratique de faire ça et très professionnel en fait et c'est très très efficace pour une modélisation qui est assez rapide. D'accord? Donc là, je vais enlever cette fenêtre-là. Si on passe maintenant à un autre type, je peux venir voir, au lieu de la section d'une barre, je peux venir voir par exemple le matériau. On me met ici que j'ai uniquement un seul matériau qui est affecté pour ces barres. Donc, si jamais on avait plusieurs matériaux, on aurait dû voir ici la liste. Si je viens sélectionner, donc bien faire une sélection selon le type. Donc, on peut choisir soit le poteau, soit les poutres, soit, donc si on a d'autres types, on peut les choisir par là. Imaginons que je veux sélectionner tous les poteaux de mon modèle, tous les poteaux. Je clique sur poteau tout simplement. Et après, je viens cliquer sur les doubles flèches qui sont là. Je vais avoir tous les poteaux, si je viens les isoler, tous les poteaux de mon système. C'est vraiment efficace lorsqu'on a envie de voir, par exemple, les résultats pour nos poteaux. On peut les isoler tout seul pour regarder les résultats. C'est vraiment très très efficace et très professionnel. Et puis après, si je viens par exemple maintenant faire un switch, donc je choisis les poutres au lieu des poteaux, je viens cliquer sur les doubles flèches, je vais avoir toutes les poutres, je viens les isoler et voilà toutes mes poutres de mon système. D'accord? Donc je vais fermer ça aussi. Et cette fois-ci, changeons de type, d'éléments. Passons maintenant à la sélection, par exemple, d'un panneau. Donc si je viens cliquer sur panneau, vous allez avoir toutes les dalles et refends, épaisseur je veux dire, qu'on est venu créer. Donc imaginons que j'ai envie de sélectionner les dalles de 25. Je vais cliquer sur les doubles flèches qui sont là, vu que je n'ai pas cliqué sur la flèche et le plus qui est là, il n'y a rien qui va s'ajouter, donc la sélection va disparaître, et je peux venir cliquer comme ça, et puis voilà en fait les dalles qui vont s'ajouter ici à la sélection précédente. Et puis si je viens cliquer ici pour annuler toutes sortes de sélections, je reviens ici si j'ai envie d'avoir le mur qui a une épaisseur de 25 cm, double flèche. Est-ce que j'avais ça?
Il me semble que oui, de ce côté-là. Donc les voilà qui ont été sélectionnés. Et je viens cliquer sur le bouton ici pour les isoler. Mais non, si j'ai envie par exemple de changer ces murs-là, j'ai envie de les rendre en tant que mur de 30 par exemple. Je les sélectionne, donc je suis là. Et si je viens mettre mon curseur sur la fenêtre qui est là, automatiquement vous allez avoir les numéros qui sont là, qui vont être projetés ici aussi. Et par exemple, moi j'avais ici un mur de 25, je viens mettre la flèche sur le mur de 30 et je clique sur appliquer. Et là, vous allez avoir le tout qui va changer. Pareil pour les dalles. Imaginons que là, je vais sélectionner mes dalles. Donc là, je vais cliquer sur bouton droit, sélectionner. Je vais sélectionner mes dalles de 20 par exemple. Double flèche, ce sont mes dalles de 20. Et j'ai envie de changer ces dalles de 20 en des dalles de 25. Je viens mettre le curseur ici, je clique et vous allez avoir les dalles sélectionnées ici qui vont être remises ici. Et je n'ai qu'à cliquer sur dalle 25 et cliquer sur appliquer. Et là, je vais avoir le rose qui est appliqué partout. D'accord? Là, je vais remettre un petit peu donc ces dalles donc avec une autre épaisseur parce que là, je suis en train de vous montrer un petit test. J'ai besoin d'avoir plusieurs épaisseurs de dalles qui ont une épaisseur qui est différente. Donc, attendez, je vais juste enlever ça comme ça. Et je vais quand même prendre... donc là, c'est dalle de 25. Je vais prendre une dalle de 20 et je vais les affecter directement. Donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et je vais appliquer dalle de 20. Donc comme ça, on peut changer, on peut avoir une variété. Mais je comptais vous montrer par cette leçon qu'on peut venir faire une sélection qui est très très professionnelle grâce à ce menu de sélection. Ce sont les deux boutons qui sont là, qui sont partout. Et d'ailleurs, vous allez avoir aussi les numéros lorsque vous faites une sélection des barres qui figurent ici et les numéros des nœuds qui figurent ici. Mais rappelez-vous que ces deux boutons sont pareils. Donc, à partir des deux boutons qui sont là, je peux avoir accès à toutes sortes de familles que j'ai. Et puis, pour chaque famille, j'ai plusieurs types, donc filtres si vous voulez, que je peux venir choisir. Type, matériaux, donc pour ce même élément. Et je peux faire ma sélection en prenant compte de ce filtre que je suis venu choisir ici. Donc voilà comment on peut quand même profiter de ces options qui sont très professionnelles et très pratiques et très efficaces pour avoir un modèle qui se modélise, qui s'analyse d'une manière qui est très rapide et bien efficace. Donc voilà pour cette leçon. Récapitulatif rapide, il va falloir aller tout simplement cliquer sur le bouton qui sont là, faire la sélection en choisissant le type, et puis donc évidemment l'élément et le type, cliquer sur les doubles flèches pour avoir les éléments sélectionnés d'un seul coup, on peut les isoler, et puis on peut venir cliquer aussi sur le champ qui est là, les numéros vont être copiés automatiquement, et je peux changer comme ça le type de dalle automatiquement. Si j'ai envie par exemple, je trouve que dans mon calcul, j'ai des dalles de 20 cm qui ne passent pas, et que j'ai besoin de changer toutes mes dalles de 20 cm en des dalles de 25 cm, je vais venir sélectionner mes dalles par là, et après je clique ici, et j'affecte la nouvelle épaisseur d'après la librairie que j'ai ici, automatiquement il y a tout qui va se changer. De plus, ce qu'on peut aussi faire, ce qui est vraiment très pratique, je peux sélectionner toutes mes dalles par exemple, je les sélectionne par là, en cliquant sur l'épaisseur, et puis après, je peux venir les isoler, et quand j'isole mes panneaux, je peux venir dire que voilà, les dalles, je veux dire, panneaux dalles, je peux venir dire à robot que je veux qu'il y ait, par exemple, un chargement sur ces panneaux tout seul, que je vois tout seul, partout, et avec une charge par exemple, de 5 kN par mètre carré. Donc, et ce chargement va être affecté partout, sur tous les panneaux qui ont été sélectionnés. Donc voilà l'importance de ces deux boutons qui sont très professionnels et qu'on utilise beaucoup dans la modélisation, avec évidemment le bouton qui est là, qui nous permet de faire des copiages ou bien des translations ou bien une édition particulière en modèle. C'est ça en fait la modélisation. D'accord? Voilà. On va passer maintenant à la mise en place des appuis de notre structure. Donc je vais aller en fait me mettre au niveau du layout appui. Donc si je clique là-dessus, vous allez avoir en fait les fenêtres spéciales pour ce layout. Mais n'oubliez pas que vous pouvez tout faire en termes de barres, d'appui, nœuds, chargement, en utilisant tout simplement le layout géométrie. Donc rappelez-vous qu'on peut faire ça. Donc si je clique sur géométrie, on peut aller quand même
Donc je vais quand même fermer ça et ça. On peut aller au niveau du menu structure et puis je peux mettre des nœuds, des barres, des panneaux, des poteaux, des poutres et puis les matériaux. Et là vous avez en fait les appuis. Donc on peut tout faire depuis le layout géométrie. Mais moi je vous conseille de toujours aller travailler avec les layouts. C'est plus structuré, c'est mieux. C'est plus professionnel parce que d'après les layouts, vous avez accès aussi aux tables, à plusieurs fenêtres, à plusieurs librairies qui vous permettent de mieux gérer votre modèle et d'avoir quand même les choses plus efficaces et bien structurées. D'accord? Donc je vais aller moi maintenant, donc on a passé sur tous ces layouts là. On va passer maintenant au layout appui. Je clique sur appui. Et puis là, voilà, en fait, je vais avoir plusieurs fenêtres qui vont s'ouvrir et que je vais quand même avoir ici la librairie des appuis. Vous avez par défaut les appuis qui sont fixed et pinned. Fixed, ça veut dire c'est un encastrement. Ça veut dire que si je viens faire un double clic, vous allez avoir une fenêtre. Et dans cette fenêtre, on voit bien qu'il y a un UX, UY, UZ, un RX, RY et RZ qui sont tous bloqués. Il y a des justes à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nœud. Déjà, je travaille au niveau d'un nœud parce que là, je suis au niveau donc du bouton Nodo qui est appuyé. Ça veut dire que ce nœud-là, il n'a pas le droit de bouger, ni selon X, ni selon Y, ni selon Z. Et il n'a pas le droit de tourner, ni autour de X, ni autour de Y, ni autour de Z. Et puis, si j'ai les 6 degrés de liberté qui sont empêchés, ça veut dire que j'ai en fait des réactions qui vont se créer à cause des déplacements qui sont empêchés. Et je vais avoir aussi des moments qui vont se créer à cause des rotations qui sont empêchées. D'accord? Vous avez ici un petit symbole qui vous montre en fait que vous avez les 3 déplacements plus les 3 rotations qui sont en fait bloquées. D'accord? Donc ça c'est pour l'appui fixe. Et puis si je ferme et on vient regarder un peu l'appui rotulé, c'est le pinned en anglais, double clic, vous allez avoir pareil UX, UY, UZ qui sont bloqués alors que RX, RY et RZ ne sont pas bloqués. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a en fait des réactions qui vont se créer seulement et non pas des moments parce que les rotations sont libres. Et vous avez en fait ici un symbole qui vous montre que vous avez uniquement 3 déplacements qui sont empêchés et non pas les 3 rotations. C'est la définition classique d'une rotule. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va devoir appliquer nos appuis sur notre modèle. Évidemment, les appuis, on va les mettre en bas. C'est en fait l'emplacement des fondations. Donc, je vais me mettre déjà en 3D comme il faut. Et puis après, je vais aller me mettre sur une vue avant. Je vais venir sélectionner les éléments qui sont en bas, juste qui m'intéressent, parce que je m'intéresse uniquement à mettre les appuis au niveau des extrémités inférieures des éléments de l'étage 0. Et donc, pour faire ceci, je vais quand même faire une sélection, donc crossing, si vous voulez. Ça veut dire que mon cadran qui touche n'importe quel élément de ma structure, il va être sélectionné. Je fais comme ça. Je m'assure qu'en 3D, tout a été sélectionné. Et puis là, je peux venir cliquer sur le bouton isoler. Donc, le bouton qui est là. Et puis, je vais avoir mes éléments qui m'intéressent, qui sont au niveau inférieur de la structure, qui vont être sélectionnés. Et que je peux venir affecter maintenant les appuis au niveau inférieur de ces éléments qui ont été sélectionnés. On peut venir quand même, donc regarder ici les numéros des nœuds. Je peux venir enlever les épaisseurs. Comme ça, les choses deviennent plus claires. Et puis, si je viens ici, comment choisir si je dois mettre quand même un appui qui est encastré ou rotulé? Normalement, dans un bâtiment, on doit considérer le bas ou bien le côté inférieur des poteaux comme étant un côté ou bien un nœud en fait qui est rotulé. D'accord? Ça c'est en fait l'idéal parce que la semelle peut tourner et peut tasser sur le sol. Sauf que donc en pratique, lorsqu'il y a le séisme, d'après les codes, nous oblige à avoir les semelles encastrées parce que c'est une charge instantanée. Et sous charge instantanée, le bâtiment n'aura pas le temps en fait, pas le droit de tourner. Les semelles n'auront plus le temps de tourner parce que c'est une charge qui est instantanée. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez modéliser votre bâtiment avec des charges sismiques, vous avez intérêt à mettre des encastrements au bas des poteaux et de vos éléments constituant le modèle. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici au niveau pinned. Je vais venir ici,
Rappelez-vous, il y a plusieurs manières de faire, donc d'affecter quelque chose à nos éléments, soit en cliquant donc le direct click. Donc si je viens cliquer ici, je vais avoir directement en cliquant sur le numéro 3 un direct click et je vais avoir en fait ici l'appui qui a été affecté. Sauf que nous, on est venu dire qu'on va affecter quand même un encastrement parce qu'on va considérer le chargement sismique. Donc pour en fait annuler un appui, je viens cliquer sur le X qui est là et je reviens sur mon nœud et voilà l'appui qui va être supprimé. Je reclique sur Fixed, donc qui est en fait l'appui encastré, et je peux venir remettre, vous voyez en fait le symbole qui est à côté du curseur, qui me dit en fait que c'est un appui qui est encastré. Je peux remettre mon curseur sur le numéro qui m'intéresse, ou bien aussi je peux venir mettre mon curseur ici, comme on avait vu avant, et on va avoir les numéros, on peut venir mettre les numéros à la main, je peux les taper à la main, comme ça tout simplement le 13, le 23, le 21, le 11, etc. Ou bien ce que je peux faire aussi, c'est une sélection directe, donc ici. Donc si je viens ici, je peux faire une sélection de mon nœud en cliquant sur la touche Shift. Donc il faudra bien faire attention de bien sélectionner les nœuds qui m'intéressent et où j'ai besoin de mettre des encastrements. Et puis vous voyez d'ailleurs tous les numéros des nœuds qui sont en train d'être introduits ici. Si je veux m'assurer que tout est bon, je peux venir cliquer sur appliquer. Je m'assure qu'il y a des appuis partout. Et puis s'il y a un poteau qui manque, je peux venir recliquer là-dessus. Soit avec la méthode du direct click, soit en venant en sélectionnant directement ici le nœud correspondant et en mettant son numéro dans la fenêtre qui est là. D'accord? Donc ça c'est pour les appuis des poteaux. On avait dit qu'on peut mettre un encastrement si j'ai une charge sismique qui est appliquée. Ou normalement on peut mettre des rotules parce que les semelles vont pouvoir tourner et le sol va tasser en général lorsqu'on a des charges qui sont verticales. D'accord? Donc voilà pour les poteaux. Il nous reste encore les murs. Pour les murs, on a toujours intérêt à mettre des supports qui sont rotulés. Parce qu'on fait travailler nos murs toujours selon la forte inertie. Et donc, normalement, on n'a pas le droit de faire travailler les refends ou bien les murs selon leur faible inertie. Ce sont des refends ou bien des plaques qui travaillent dans leur plan et par conséquent, c'est selon toujours la forte inertie. Et donc, si on vient mettre un encastrement sur nos murs, ça sert à rien, ça n'a pas de sens parce qu'on va avoir des moments qui vont se créer selon la faible inertie et qu'en réalité n'existent pas. Donc ça sert à rien de mettre des encastrements au niveau de vos refends. Vous avez intérêt toujours à mettre des appuis rotulés à la base de vos refends. Comme ça, de toute manière, au niveau de la forte inertie, ça va être un encastrement et au niveau de la faible inertie, il y aura une sorte de rotule. C'est comme si le mur, il pourra bouger, sauf que lui, il va pas bouger évidemment, mais parce qu'on considère que c'est un refend qui travaille selon la forte inertie, mais on n'aura pas de cette manière-là des moments qui vont se créer à la base des murs. C'est très important, d'accord? Donc je viens cliquer sur Pinned. La chose importante ici, c'est qu'on doit sélectionner linéaire parce qu'on n'est plus dans des nœuds, on n'a plus des nœuds, mais plutôt on a des appuis linéaires qu'on va devoir affecter à la base de nos murs. Je clique sur linéaire et je clique sur Pinned. Je peux venir faire le tout comme on a fait avant avec le direct click. Je clique sur la base du mur, je vais avoir ici le symbole qui représente l'appui Pinned linéaire. Je viens cliquer ici. Pareil, donc là, le bord inférieur, c'est l'appui donc linéaire qui est en fait rotulé. Je viens cliquer ici aussi, et voilà en fait mes appuis linéaires qui ont été générés à la base des murs. Rappelez-vous que lorsque je vais lancer le calcul élément fini, il y a toute l'appui qui est linéaire ici qui va se transformer en des appuis nodaux. Parce que ce sont des éléments finis après tout. Il y a tout qui va se mettre sous forme d'éléments ou bien un maillage. Et puis les extrémités de ces maillages sont des nœuds. Et les nœuds vont venir s'attacher au niveau de cet appui linéaire. Donc voilà pour comment introduire les appuis. Je vous conseille toujours de venir isoler votre structure, le bas de la structure, d'affecter les encastrements au poteau. Parce que si vous avez envie de faire un chargement sismique, c'est une charge instantanée et par conséquent, la semelle n'aura pas le temps de tourner. Mais en réalité, s'il n'y a pas de charge sismique, elle pourra tourner. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre des rotules. Et puis pour les appuis concernant les murs, bien les refends, vous avez toujours intérêt à mettre des appuis linéaires parce que ces refends-là travaillent toujours sur la forte inertie. On n'a pas
des moments qui doivent se créer autour de la faible inertie. Donc ça sert à rien de mettre un encasement parce qu'à ce moment-là, on va avoir des moments qui vont se créer dans l'autre direction qui n'existent pas en général et puis ça va être des moments parasites qui vont en fait gâcher notre analyse et notre raisonnement. Donc toujours des appuis rotulés à la base des murs et des refends et au niveau des poteaux, selon votre système d'analyse, vous pouvez mettre soit des encastrements, soit des rotules. Donc voilà pour cette leçon. Passons maintenant à la définition du chargement. Donc, on a quand même appliqué donc les appuis, on a quand même défini nos poutres, nos poteaux, nos dalles, nos refends. Maintenant, on va aller se mettre dans le layout chargement. Donc, pour se mettre sur le layout chargement, on clique sur la fenêtre qui est là et on choisit chargement. N'oubliez pas qu'on peut tout faire encore une fois depuis le layout géométrie, c'est un choix. Mais moi, je vous conseille encore une fois de faire le tout en respectant les layouts qui sont là. Donc, à tour de rôle. D'accord? Et vous voyez bien que vous allez avoir ici plusieurs fenêtres. Donc, comme dans tous les autres styles de layout. Vous avez une fenêtre pour définir un cas de charge. Le tableau en bas qui va vous montrer en fait les chargements que vous avez sur la structure. Et évidemment, la vue de votre modèle. D'accord? Donc, vous avez trois fenêtres principales. Donc, si vous venez ici, lorsque je dis cas de charge, ça ne veut pas dire que je suis en train de mettre la valeur du chargement. Robot, par définition, automatiquement, il va générer le poids propre de la structure, même si moi, je le demande pas. Automatiquement, lorsque je viens créer un nouveau cas de charge, qui est en fait ici une sorte de tiroir, si vous voulez, et que je peux mettre n'importe quel style de chargement, charge concentrée, charge répartie, tout ce que je veux. Ce tiroir-là, lorsque je clique sur ajouter, automatiquement, vous allez voir ici une ligne qui va s'ajouter et qui va contenir le poids propre de la structure généré par défaut par robot, ce qui est quand même pratique. D'accord? Regardez. Là, vous avez le numéro à introduire. Ça, on peut le garder automatique. On peut ici changer le préfixe. Donc là, on peut le nommer donc perm 1, donc pour charge permanente. Et vous avez ici la nature. Vous pouvez faire entrer donc la nature permanente, exploitation, neige, vent, etc. Donc c'est en fait en anglais l'équivalent du dead load et du live load. Évidemment, pour le préfixe, on va le voir ailleurs dans les notes de calcul. Donc ça pourra figurer dans la note de calcul. Je vous conseille toujours de changer le nom. Donc le nom, si c'est en fait le chargement d'un poids propre, vous devez mettre ici le nom qui est en fait le nom du poids propre, c'est mieux. Et si vous avez d'autres charges permanentes, mettez ici charge permanente. Si vous avez charge de neige, mettez ici charge de neige, etc. Donc mettez toujours le nom convenable de la charge que vous avez. Donc ici, vu que en premier ça va être le poids propre, je vais mettre ici poids propre. Donc poids propre et que après je vais cliquer sur ajouter. Vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur ajouter, j'aurai un cas de charge qui va se créer ici et automatiquement ce cas de charge va apparaître ici tout en ayant le poids propre qui est associé à ce cas de charge. Pourtant, c'est pas moi qui est venu lui dire que je veux que le poids propre soit associé à ce cas de charge. Rappelez-vous que je suis en train de créer ici un tiroir et que je peux venir associer à ce tiroir-là plusieurs types de chargements. Ça peut être un poids propre, ça peut être une charge concentrée, une charge répartie. Sauf que moi, je l'ai pas fait. C'est lui qui l'a généré par défaut. C'est ce qui se passe avec Robot. Il génère par défaut le poids propre de la structure, qu'on peut nommer ici self-weight aussi en anglais. Donc, je clique sur ajouter. Et voilà, vous voyez ici dans le tableau automatiquement en bas, vous voyez que vous avez une ligne qui a été ajoutée. Et vous voyez que au niveau de la première colonne, vous avez le cas qui représente le poids propre. Le cas que moi j'ai nommé ici poids propre. Le type de charge, c'est le poids propre. La liste, vous voyez que tous les éléments ont été sélectionnés. Ça veut dire que c'est vraiment assez cool de la part de Robot de venir chercher par lui-même le poids propre de tous les éléments. Après tout, lui, il sait que c'est du béton armé. Il sait il connaît les dimensions. Il connaît les dimensions du refend, des murs, des dalles, des poteaux, des poutres. Il connaît tout. Et il peut lui-même générer le poids propre. Et d'ailleurs, il le dit ici, la liste de tous les éléments ont été affectés. Comment on peut visualiser que vraiment tous les éléments ont été affectés par le poids propre? Si vous regardez dans la vue ici, vous voyez qu'il y a des lignes rouges partout. Ce sont en fait les lignes qui représentent le chargement du poids propre qui est en fait sélectionné ici. D'ailleurs, on peut venir cliquer sur ce bouton-là qui représente les symboles de charge. On peut venir donc enlever ou bien faire paraître le chargement.
Voyez là, je l'ai enlevé. Si je reclique, vous allez voir en fait les lignes rouges qui vont réapparaître. Je vous conseille en fait d'enlever les couleurs ici parce qu'on a intérêt à voir les chargements de manière qui est assez claire. Et là, les couleurs vont quand même encombrer les choses. Donc pour rappel, pour les enlever, il va falloir cliquer sur le bouton droit, aller sur Attributs. Et puis ici, si vous allez cliquer sur Désignation par couleur, vous devez enlever le petit juste qui est là, cliquez sur appliquer et puis voilà, on retrouve les choses sans couleur. Il me semble ici qu'il y a encore des couleurs qui sont affectées, donc on va y revenir et je vais aller cliquer sur la désignation par couleur. On enlève encore le petit juste qui est en haut et je vais cliquer sur appliquer. Ok, donc voilà en fait la structure. Il reste encore que les lignes rouges qui représentent en fait le poids propre que je suis venu ajouter ici. Et donc voilà pour le premier cas. Donc si je veux que ça n'apparaît pas, je peux cliquer sur le bouton qui est là. Et le bouton qui est juste à côté, c'est en fait le bouton consacré à la description des valeurs de la charge. Donc si je le mets là pour le poids propre, il n'y a pas vraiment des valeurs parce que c'est le poids propre. Mais si après je vais venir ajouter d'autres charges, il va me mettre la valeur numérique du chargement que je suis venu appliquer. Donc, essayons de mettre un autre chargement, toujours permanent. Imaginons que, cette fois-ci, je vais introduire les charges de carrelage, de cloison, de parpaing. Par exemple, selon l'Eurocode, si vous avez une charge de carrelage, vous prenez 2 kN par mètre carré. Si vous avez une charge d'enduit, vous prenez une charge surfacique de 0,5 kN par mètre carré. Si vous avez des cloisons, les cloisons, vous savez c'est quoi? Les parpaings qui séparent les chambres, qui ont des épaisseurs de moins que 10 et moins que 15 cm. Alors là, on a le droit de considérer une charge surfacique qu'on peut prendre égale à 2,5 kN par mètre carré, une charge surfacique. Et je tiens à vous dire par là que la plupart des chargements sur notre bâtiment sont des chargements uniformes, répartis, surfaciques, je veux dire. D'accord? Sauf évidemment dans quelques cas où on a des charges linéaires qui proviennent des cloisons qui sont assez lourdes et qui normalement se trouvent sur les façades, sont une charge de façade. Alors là, on va considérer une charge linéaire. Bref, si maintenant je viens ici, je vais garder permanente. Je vais ici nommer, donc c'est le perm 2 si vous voulez, et je vais mettre ici charge permanente. Parce que je compte mettre ici, par exemple, la charge de l'enduit, du carrelage, etc. Et je vais cliquer sur ajouter. Donc vous voyez ici que une ligne a été ajoutée, mais qui contient rien, ce qui est normal, parce que rappelez-vous que là, c'est le tiroir que je suis en train de générer, mais qui ne contient rien encore. Il n'y a pas encore des charges qui sont associées à ce tiroir-là. Il y a des charges, il y a le titre qui est en fait le titre de charge permanente, et qu'il y a aussi le préfixe et tout. Il y a une ligne associée à ce chargement, mais qui est vide, il n'y a rien encore, il n'y a pas de chargement. Lui, il a généré par défaut, lorsque je suis venu créer permanente, et j'ai cliqué pour la première fois sur ajouter, il est venu par défaut générer la première ligne qui est le poids propre. Il le fait automatiquement. Mais après, une fois que je génère d'autres cas de charge, je vais devoir aller associer à chaque cas de charge le chargement, la valeur. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une charge concentrée, une charge linéaire, une charge surfacique? Quelles sont les valeurs, etc. D'accord? Donc, pour associer le chargement au cas de charge, il va falloir aller cliquer sur le bouton qui est là. Définir les charges. D'accord? Donc, si je clique sur ce bouton-là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous avez en fait le cas, donc la possibilité de mettre de chargement sur les nœuds, sur les barres, sur une surface, et puis poids et masse. Si vous regardez dans les nœuds, on a plusieurs possibilités. On peut mettre une charge nodale sur un nœud seul. On peut mettre une charge comme un déplacement imposé. On peut mettre une charge, donc force dans le poids si vous voulez. Et puis ici, on peut venir annuler ou bien supprimer un type de charge sélectionné. Pour la barre, je peux venir mettre, là il y a plusieurs autres cas, donc plusieurs choix. Je peux mettre une charge uniforme, je peux mettre une charge trapézoïdale, je peux mettre une charge moment réparti, une charge force et moment sur barre, une dilatation et puis changement thermique, etc. Sur la surface, vous avez en fait quelques schémas qui vous aident à mieux comprendre les choses. Vous pouvez mettre une charge surfacique, uniforme, une charge surfacique en 3 points seulement, une charge linéaire de points, et puis là une poussée si vous voulez, une pression hydrostatique, un chargement thermique, et puis là il y a aussi d'autres cas de charge, donc je pouvais aller les voir. Nous on va se contenter dans le cas de cette leçon de mettre des charges, des chargements assez simples pour mieux comprendre la chose. Donc si je commence par exemple avec le nœud. Imaginons que j'ai envie de mettre une charge ponctuelle, une force nodale, sur un nœud particulier.
Vous allez avoir une fenêtre lorsque vous cliquez sur le bouton force nodale et vous avez ici le F, c'est une charge qui est représentée comme ça, une charge verticale, qui en fait a trois composantes, soit verticale, soit horizontale. Et puis vous avez les trois directions. Là, il y a eu juste un schéma en 2D, mais en fait, vous avez les trois directions à disposition, selon X, selon Y et selon Z. Et voilà en fait les trois axes. Gardez en tête une chose, que vous avez toujours au niveau du nœud, un repère global qui est associé au nœud, et non pas un repère local. C'est uniquement au niveau des refends, des dalles, des panneaux et des barres que vous avez des repères locaux. Mais au niveau d'un nœud, vous avez toujours un repère global qui est associé. Ça veut dire que là, si je veux introduire une force, elle va être introduite en respectant le repère global. D'accord? Donc si je viens un peu à ma structure qui est là, je vais quand même enlever l'épaisseur là, donc les croquis des profilés pour mieux voir la chose. Imaginons que j'ai envie de mettre un chargement ici, sur ce nœud qui est là. Donc je vais mettre une force orientée selon l'axe en rouge qui est Z, et je vais lui donner une valeur, disons, de moins 20. Voilà, et puis je vais cliquer sur ajouter, et puis avant de cliquer sur ajouter, vous voyez bien que là aussi vous avez la possibilité de mettre des moments aussi. Donc moments autour de X, autour de Y, autour de Z. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'on peut faire sur un nœud. Il y a trois possibilités suivant les forces et trois possibilités suivant les moments, qui sont associées en fait aux 6 degrés de liberté. 3 forces et 3 moments, donc 3 empêchements de déplacement et 3 empêchements de rotation. Mais là, on est en train de travailler en termes de sollicitation. Voilà, je vais mettre un moins 20 kN pour le moment. Vous avez ici les unités. Je vais cliquer sur ajouter. Et là, je dois aller quand même voir, ou bien mettre le chargement à un nœud. Je peux venir mettre le numéro à la main ici, à condition de voir un peu les numéros des nœuds ici. Imaginons que j'ai envie de le mettre sur le nœud 172. Donc, je dois cliquer ici 172. Il va se mettre une fois que je clique sur appliquer. Ou bien, ce que je peux faire à la place de ça, c'est de venir mettre, donc si je viens mettre le curseur ici, je sélectionne mon nœud, et puis je clique, il va se mettre ici automatiquement, et je clique sur appliquer. Et vous allez avoir ici le cas de charge qui va figurer, qui est en fait le moins 20, avec une charge, là, elle n'apparaît pas très bien, donc c'est une charge quand même en mauve, concentrée, qui apparaît ici. Et vous remarquez bien qu'en bas, dans le tableau, on a reçu en fait la deuxième ligne, qui contient en fait le cas qui est charge permanente que je suis venu créer ici, qui contient une force nodale, sur le nœud 172, et puis vous voyez bien que le Fx associé à cette charge nodale est 0, Fy c'est 0, et le Fz c'est le moins 20. Donc vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut dans ce tableau-là. Si maintenant j'ai envie d'ajouter pour ce même cas de charge, un chargement sur une barre. Donc ce qu'on doit faire, tout simplement, je viens cliquer sur barre ici. Vous allez avoir plusieurs choix. Et cette fois-ci, imaginons que je vais venir mettre une charge linéaire. Je clique sur le premier bouton, qui est en fait une charge uniforme, linéaire, et que là, vous avez en fait deux choix. Soit le choix de mettre le tout dans le repère global, ça veut dire en respectant le X et le Y et le Z du repère global, qui sont en fait les trois coordonnées qui sont là, soit je peux le mettre dans le repère local. Et à ce moment-là, ça va être le repère local de la barre que je peux venir visualiser grâce à ce bouton qui est là. Rappelez-vous qu'on peut faire ça. D'accord? Donc moi, je vais pas me contenter du repère local. Je vais me baser sur le repère global. Donc je vais cliquer sur le repère global. Et là, imaginons que je vais mettre une charge linéaire suivant Z. Donc orientée suivant Z. Et évidemment, je vais mettre un moins parce que je respecte le repère global. Et vu que mon Z est orienté vers le haut, et moi je vais mettre une charge vers le bas, donc je mets une charge qui est négative. Imaginons que je vais mettre par exemple un moins 14. Et puis après, je vais cliquer sur ajouter. Soit je peux mettre ici le numéro de la barre. C'est une barre encore une fois, c'est plus un nœud. Donc je peux venir ici allumer le numéro des barres et éteindre le numéro des nœuds. Soit je peux venir tout simplement cliquer direct. Donc direct click, direct sur les barres concernées. Vous voyez d'ailleurs le symbole qui apparaît à côté du curseur. Donc je clique sur la barre 1, cette barre aussi et cette barre aussi. Vous allez avoir le chargement qui va apparaître sur les trois barres et vous avez en plus la valeur. La valeur numérique, elle apparaît, donc je peux ne pas la faire apparaître. Donc attendez, je vais juste effacer, ou bien plutôt enlever le numéro des barres. Voilà, la valeur de la charge linéaire, je peux ne pas la faire apparaître grâce à ce bouton qui est là. Mais bref, c'est quand même cool de voir. Et comme ça, vous allez avoir un aperçu de ce que vous avez en termes de chargement sur la structure.
Et regardez bien en bas, vous avez dans le tableau, ici, le chargement qui a été ajouté. Toujours, c'est toujours le cas 2. Vous voyez que c'est le 2 points, si vous voulez. Charge permanente. On avait mis la charge nodale sur le nœud 172, qui est égal à moins 20. Et là, le deuxième cas de charge, si vous voulez, qui appartient aussi au cas 2, parce que je suis pas venu ajouter ici un cas de charge en plus. J'ai uniquement le cas 2. Je travaille dans ce cas 2 pour le moment, qui est en fait le perm 2. Je suis venu ajouter une charge linéaire uniforme qui est appliquée sur une liste de ces éléments-là qui sont en fait les numéros des barres. Si je regarde ici et je reviens mettre en fait le numéro des barres qui sont là, je vois en fait que c'est le 261, 260 et le 258 qui apparaissent ici. Et donc, je suis venu affecter à ces barres-là une charge de moins 14 qui apparaît aussi ici dans l'écran. Donc, vous voyez que c'est indiqué que c'est dans le repère global. Donc c'est pas dans le repère local des barres, c'est non projeté, etc. Ce sont des infos en plus là, mais bref, ce que je tiens à vous dire, c'est que vous avez toutes sortes d'infos dans le tableau qui est là. Et là, ne vous contentez pas de regarder uniquement graphiquement ce qui se passe, parce que des fois, on peut être induit en erreur, et que je peux avoir un chargement qui est par exemple mis 2 fois, et que je peux pas le visualiser 2 fois sur l'écran ici, mais par contre, je peux tout voir sur le tableau qui est en bas. Donc, si je viens un petit peu agrandir mon tableau, vous allez voir en fait que c'est un tableau aussi interactif. Je peux venir changer les valeurs comme je veux. Si je viens cliquer, si j'ai envie par exemple de supprimer un cas, je peux venir tout simplement le sélectionner. Et puis là, vous allez voir que si je clique sur Delete, je vais avoir le chargement qui va disparaître. Donc, on peut tout gérer à partir de là. Je peux même, par exemple, venir cliquer sur la valeur qui est là. Je vais mettre, par exemple, donc charge permanente, c'était donc un moins 20. Alors, attendez, je peux mettre une autre valeur, par exemple. Je sais pas, un 12, par exemple. Peu importe. Mais bref, ce que je tiens à vous montrer, c'est qu'on peut changer les valeurs par là, ici. Et que on pourra tout projeter sur l'écran ici, parce qu'il y a tout qui est repéré, donc tout qui est mis ici et qui est remis sur notre écran. D'accord? Donc, si maintenant, si vous avez envie de faire entrer d'autres chargements, d'autres cas de charge, vous n'avez qu'à venir ici, cliquer sur, par exemple, aussi permanente. Cette fois-ci, changer le nom, donc charge permanente 2, par exemple. Je vais mettre ici charge permanente 2. Et je vais nommer ici perm 3. Et je vais cliquer sur ajouter. Et là, je vais avoir un troisième cas de charge qui va apparaître. Et là, je suis pas venu mettre un chargement associé à ce cas de charge. Je dois aller cliquer sur ce bouton-là et je dois aller cliquer encore une fois, donc choisir ici le cas de charge pour pouvoir associer les valeurs numériques à le chargement, si vous voulez, à ce cas de charge que j'ai nommé charge permanente 2. D'accord? Et là aussi, je vais avoir en fait le tout qui va apparaître ici. Donc en termes de récapitulatif de mon chargement, que je peux gérer par là, je peux changer tout ce que j'ai envie de faire par là, et tout pourra quand même être figuré sur mon modèle ici, grâce au nœud que je trouve en bas de l'écran ici, que je peux venir quand même appuyer. Donc vous voyez ici comment le moins 12 est apparu, qui est en fait le moins 12 que je suis venu changer tout à l'heure. Donc il a fait un update maintenant et puis il a tout changé. Et donc, tout va être reprojeté sur mon écran de sorte à bien visualiser les choses. Mais encore une fois, ne vous confiez pas, donc bien, pas trop se fier aux apparences ici. Il faudra toujours aller voir ce qui se passe en termes de chargement sur le tableau. On peut gérer tout ce qu'on veut, c'est un tableau interactif. Et puis, on peut changer, supprimer et ajouter comme on veut des chargements sur notre tableau. Donc voilà pour comment introduire une petite introduction, comment introduire des charges et comment gérer un peu les valeurs, le type de chargement, si c'est une charge concentrée, une charge linéaire, etc. Et le fait de toujours considérer qu'on a en fait le poids propre qui se génère par défaut lorsqu'on clique sur ajouter, lorsqu'on vient ajouter le premier chargement. D'ailleurs, une chose encore avant de clôturer, si je viens cliquer sur définir charge ici, et puis, si je viens cliquer sur poids et masse, vous avez ici l'option du poids propre. Donc, au cas où, par hasard, vous avez fait une erreur et que vous êtes venu par erreur, donc supprimer ici le poids propre, vous pouvez revenir et puis venir ici
Et puis, vous pouvez quand même, lorsque vous générez ici un nouveau cas de charge, vous pouvez choisir le poids propre si jamais vous ne l'avez pas dans le tableau qui est là. D'accord? Ça arrive lorsque vous avez fait quelques erreurs et que vous avez effacé par erreur votre poids propre. Vous pouvez le régénérer par là en allant dans l'option poids et masse. Donc, c'est écrit, c'est quand même inclus dans le logiciel, ce qui est une chose qui est vraiment très pratique. Mais en tout cas, par défaut, tout est généré. D'ailleurs, lorsque je suis venue cliquer sur le poids propre ici, vous voyez bien comment le chargement a été mis directement sur la vue de votre modèle. Et si je viens cliquer sur le deuxième, vous voyez bien que vous avez la charge linéaire qui a été directement mise aussi sur votre vue pour pouvoir visualiser toutes sortes de chargements. Mais, encore une fois et une dernière fois, donc méfiez-vous de l'apparence, il faudra toujours aller voir ce qui se passe dans votre tableau. Donc voilà. On avait vu dans la leçon précédente comment introduire des charges sur notre modèle. Donc, il suffisait en fait de créer un cas de charge qu'on nomme ici, et puis après, il faudra aller cliquer sur le bouton qui est là pour définir les charges. Et on avait dit aussi que pour changer les valeurs ou bien pour supprimer les charges, on peut pas le faire graphiquement, on peut le faire directement sur le tableau. On peut faire tout ce qu'on veut sur le tableau. Donc, par exemple, ici, on avait le poids propre qui se génère automatiquement et puis après, les charges permanentes qu'on est venu nous-mêmes créer ici. Donc, évidemment, je vous conseille de ne pas créer plusieurs cas de charges qui sont similaires. Par exemple, là, si vous avez les charges permanentes, ne pas créer un cas de charge permanente et puis un deuxième cas de charge permanente 2. Donc là, c'était un exemple évidemment, mais en réalité, mettez toutes sortes de charges permanentes dans un seul cas de charge. Et puis après, venez, puis définissez autant de valeurs de type de charge que vous voulez après. Donc, pour supprimer, en fait, un cas de charge, vous venez ici, vous mettez la flèche au niveau du cas de charge que vous avez envie de supprimer, et vous cliquez sur supprimer. Voilà. Maintenant, je vais aller ajouter des chargements sur mon cas de charge permanente. Donc, je mets la flèche sur mon chargement. Vous voyez ici dans le tableau, si je me déplace entre le poids propre et les charges permanentes, vous allez avoir graphiquement tout qui va changer. Donc, si je viens maintenant, je me mets au niveau du cas de charge permanente. Et je viens et puis je clique sur le cas, donc le petit bouton définir les charges. Je vais aller, par exemple, me mettre au niveau du nœud. Ici, je vais mettre une valeur de moins 20. Donc, rappelez-vous qu'on travaille toujours avec le repère global pour les nœuds. Ajouter. Donc, imaginons que je vais venir mettre ça sur mon nœud, donc celui-là qui est là, par exemple. Donc, si je viens mettre 174, il va automatiquement me mettre ici que c'est vraiment le 174. Je vais cliquer sur appliquer et je vais avoir ma charge. Si je clique sur, encore une fois sur donc le bouton nœud, je vais mettre aussi une charge de 20, ajouter, et puis là, je vais venir, disons, mettre ceci 3 fois sur les nœuds qui sont là. Donc, 1 et 2, et puis 3. Et je clique sur, donc là, j'ai oublié de cliquer sur la touche Shift, sinon vous allez avoir le tout qui va disparaître. Donc, je peux venir directement cliquer sur le bouton Shift. Comme ça, vous allez avoir le tout qui va s'additionner. Et voilà, je clique sur appliquer. Et vous allez avoir les 3 charges qui vont être ajoutées. Si on regarde un peu ce qui s'est passé en termes du tableau en bas. Donc, vous remarquez que au niveau du tableau, on a eu la première ligne, c'était le poids propre. Deuxième ligne, c'était la charge permanente qu'on est venu mettre. C'était une charge donc linéaire. C'est le moins 12. Et puis, la troisième et quatrième, ce sont les charges qu'on est venu mettre nous-mêmes maintenant. C'était une charge nodale, c'est indiqué ici. La première charge, c'était sur le nœud 174, et puis la deuxième charge sur les nœuds 156, 162 et 168. Pourquoi on a eu 2 lignes? Parce que là, on est allé mettre appliquer pour la troisième ligne, le cas de charge qui est là, et puis après, on est revenu et puis recliqué sur le bouton qui est là. On s'est juste s'assurer que c'est le moins 20 qu'on veut, et on est venu remettre ici une série. Donc, vu que la série là, elle est en même temps, les 3 sont en même temps, ils se sont mis sur une même ligne. Évidemment, il va pas mettre robot chaque ligne séparée pour les 3 nœuds, parce que c'est la même charge. Il met les nœuds, et puis la charge qui est affectée. Maintenant, si j'ai envie de changer ma charge qui est affectée à ces nœuds-là, tout simplement, je peux venir ici. Je clique sur la cellule. Rappelez-vous que c'est un tableau interactif. Je clique sur la cellule. Je vais mettre par exemple un moins 10 et vous cliquez sur Enter. Automatiquement, vous allez voir en fait les charges qui vont se changer ici. Donc, si jamais vous avez envie, donc vous avez les charges qui deviennent très très grandes par rapport au modèle, tout simplement venez cliquer sur le bouton droit, sélectionner et puis après bouton droit et cliquez sur redessiner.
vous allez avoir les choses qui vont devenir relativement proportionnelles au dessin. Donc, si je fais ça, voilà. D'accord? Donc, voilà. Je suis venue ajouter maintenant ces deux-là. Et puis, si je veux changer n'importe quelle, valeur de charge, je peux venir cliquer ici. Si j'ai envie, par exemple, de ne plus avoir une charge nodale sur un des nœuds qui sont là. Moi, j'avais mis 3 charges nodales sur les 3 nœuds qui sont là. Et puis, une charge sur le nœud qui est là. Donc, pour enlever, pour supprimer une charge, ce qu'on peut faire, évidemment, ne pas venir enlever la ligne complète. On peut venir tout simplement sélectionner la ligne ici et puis cliquer sur supprimer. Et puis je vais avoir les trois charges qui vont être supprimées. Mais au lieu de faire ça, ce qu'on peut faire, on peut venir cliquer sur le bouton des nœuds ici. Je vais avoir les nœuds qui vont apparaître ici, les numéros des nœuds. Imaginons que moi j'ai envie d'enlever, de supprimer la charge nodale qui est là. Donc c'était sur le nœud 162. Je viens ici. Je clique à l'intérieur de la cellule et je supprime le 162. Et après, je clique sur Enter. Et voilà comment, vous voyez, la charge nodale a disparu qui est là. D'accord? Donc voilà, c'est assez simple, assez pratique, très efficace. Ok? Voilà. Donc si maintenant, j'ai besoin de mettre des charges surfaciques. Donc je vais aller éteindre tout ça ici. Vous savez bien que la plupart des charges dans un modèle, ce sont des charges principalement soit linéaires qui proviennent des charges de façade, soit principalement surfaciques, d'accord? Donc on va devoir appliquer ces charges-là sur les panneaux qu'on est venu créer. Et donc pour faire ceci, je vais cliquer sur fermer. Je veux en fait que ces charges-là soient aussi des charges permanentes. Donc je vais rester au niveau du cas de charge permanente. Et puis après, je vais venir cliquer sur le bouton qui est là. Et là, je vais appliquer ceci sur des surfaces, une charge sur des surfaces. Je clique sur le bouton surface. Et évidemment, on va s'intéresser principalement à une charge surfacique uniforme. Donc rappelez-vous, si on a des charges permanentes comme la charge des parpaings, de l'enduit, du carrelage. Le carrelage, disons, on va le prendre égal à 2 kilonewtons par mètre carré, l'enduit 0,5 et puis les parpaings, les cloisons, les séparations entre les chambres, on va le prendre égal à 2,5 kN par mètre carré. C'est l'équivalent de dire que j'ai un 2 plus 0,5 plus 2,5, ça me fait un 5. Et je peux venir dire que voilà, c'est un moins 5 que je souhaite affecter ici. Moins 5 parce que c'est orienté vers le bas, je vais travailler globalement. Rappelez-vous que ces charges-là, on les travaille, on les met, toutes sortes de charges qui travaillent avec la gravité, on les met selon le sens global, toujours. Pas le sens local du panneau. Et rappelez-vous qu'avec le nœud, on pouvait jamais travailler avec un repère local. C'est uniquement avec les panneaux et les barres qu'on peut travailler avec des repères globaux ou locaux. D'accord? Donc là, pour le moment, vu que c'est une charge gravitationnelle, si vous selon la gravité, que ce soit les enduits, les carrelages et autres, on met moins 5 avec un repère global. Donc, maintenant, si je veux savoir, si je veux dire donc je vais cliquer sur ajouter, je veux dire au robot où est-ce que j'ai besoin d'appliquer cette charge de moins 5. Comment on fait? Je sais que je vais devoir appliquer cette charge sur les panneaux. Donc, tout simplement, ce que je peux faire, je peux venir cliquer sur le bouton qui est là. Et puis après, je vais avoir cette fameuse fenêtre de sélection qu'on avait déjà vue dans les leçons précédentes. Je vais aller cliquer sur panneau. Et puis là, imaginons que j'ai envie d'appliquer cette charge sur toutes sortes de dalles que j'avais. On avait mis des dalles de 20 et des dalles de 25. Donc je vais cliquer sur dalle 20, sur la double flèche. Je vais avoir le numéro des dalles qui sont affectées par l'épaisseur des dalles de 20 cm. Et vous voyez ici, on choisit le type qu'on a envie de sélectionner. Moi, je vais sélectionner selon l'épaisseur. Ensuite, je reclique sur dalle 25. Et pour ne pas effacer la série qui est là, je dois cliquer sur la flèche avec le plus. Donc, je clique sur la flèche avec le plus. Vous voyez maintenant que toutes les dalles ont été sélectionnées. Et c'est ce que je veux. Et si maintenant je veux transposer ce qui a été mis ici au niveau de la petite fenêtre qui est là, vous n'avez qu'à cliquer à l'intérieur de la fenêtre qui est là, tout simplement, et ça va être transposé. Au cas où ça se transpose pas, tout simplement prenez une copie et puis venez coller le tout ici. Mais normalement, le fait de mettre le curseur à l'intérieur de la fenêtre ici va faire en sorte que vous allez avoir automatiquement tout transmis de là à là. Et maintenant, si je viens cliquer sur appliquer, vous allez avoir, donc je vais mettre la fenêtre de côté, vous allez avoir la charge qui va être appliquée partout. Cliquez sur le bouton droit et donc redessiner. Donc attendez, changer quand même l'orientation un peu, comme ça, et cliquez sur redessiner. Voilà, on revoit quand même les choses qui vont devenir un petit peu plus visualisables si vous voulez. Et donc vous remarquez dans le tableau qu'on a eu en fait une ligne supplémentaire
qui en fait représente les charges surfaciques. Vous remarquez qu'il y a la liste qui est la même que la liste qu'on a mise ici. Et vous voyez en fait la charge de moins 5. Si j'ai envie de changer la charge, je peux venir mettre ici, par exemple, un moins 6. Je clique sur Enter et tout va être changé. D'accord? Et puis vous remarquez bien qu'au niveau du type de charge, c'est indiqué, c'est une surface uniforme. Et il y a le EF ici. Donc c'est juste pour séparer, si vous voulez, ou bien distinguer les charges surfaciques d'une charge uniforme qui est sur une barre. C'était le cas de charge qu'on avait mis sur la poutre au niveau du dernier étage. C'est pour séparer, ce sont deux charges uniformes après tout, mais l'une est surfacique, l'autre est linéaire. Donc ils viennent mettre que c'est un EF au début, élément fini, et puis après ils mettent surfacique uniforme. D'accord? Et puis rappelez-vous que là, on travaille avec une unité de kilonewton par mètre carré. Alors qu'ici, c'était une charge, donc une unité de kilonewton par mètre linéaire. Ça se voit d'ailleurs. Si vous venez ici, vous mettez ici, donc la charge, c'est 1 kilonewton par mètre linéaire. Alors que si vous venez au niveau d'une surface, vous voyez que c'est 1 kilopascal. Donc ce n'est plus une charge par mètre linéaire, mais plutôt une charge par mètre carré. D'accord? Pour s'assurer que tout va bien, donc ce qu'on peut faire, c'est venir isoler nos panneaux. Je vais cliquer, si je suis ici, donc je vais cliquer sur fermer. Là, on a terminé. Je suis là, et puis j'ai tout qui est bien sélectionné déjà. Je peux venir cliquer sur le bouton qui est là. Je vais avoir mes panneaux qui vont être isolés, et puis je m'assure en fait que tout est bon. Il y a tous les étages qui ont été affectés par la charge surfacique. Je peux venir me mettre comme ça. Et donc voilà, vous voyez en fait que c'est une charge qui est appliquée selon le repère global. C'est ce qu'on veut parce que c'est une charge qui est selon la gravité. Donc vous pouvez aussi quand même, si je ferme cette fenêtre, je peux venir tout simplement uniquement sélectionner ce panneau et puis ce panneau et aller l'isoler tout seul. Et puis après on s'assure que voilà, il y a tout qui est bien appliqué sur mes trois panneaux en termes de charge. D'accord? Donc voilà, et puis si je viens sélectionner ici la charge, je peux venir quand même changer les valeurs comme on l'avait dit avant. Donc voilà pour comment appliquer une charge surfacique sur les panneaux et comment le faire de manière assez professionnelle en choisissant les boutons qui sont là pour venir sélectionner ce que l'on a envie d'avoir et d'appliquer directement sur notre sélection la valeur de la charge qu'on est venu choisir au niveau de notre fameux bouton qui est le bouton de la définition des charges. Donc voilà pour cette leçon.